parler de la peur aujourd'hui, sujet qui touche la plupart des gens. Il y a, on va dire, il y a plusieurs types de peurs. Il y a des peurs qui sont carrément, comment dire, très toxiques. Toutes les peurs sont toxiques, hein, en réalité, pour moi. Mais il y a des peurs dont la manifestation est évidente. Il y a beaucoup de gens qui sont anxieux. Il y a beaucoup de gens qui prennent des antidépresseurs, qui font des crises d'angoisse, etc. Et oui, moi, j'en connais autour de moi. Donc, c'est un phénomène qu'il faut absolument arriver à dominer, autrement que par les cacher, je pense, pour arriver à vivre mieux. Ensuite, il y a des peurs qui nous empêchent d'avancer. Dans la vie, il y a des moments où il faut pouvoir faire des choix audacieux pour avancer, pour évoluer. On veut changer de job, on veut évoluer d'une situation pour aller vers une autre, etc. Et ça va nous demander d'affronter nos peurs parce qu'à ce moment-là, en quittant notre zone de confort, on s'expose à des risques potentiels. Des risques peut-être de perdre ce que l'on a et de ne pas le retrouver. Malheureusement, souvent, il n'y aura absolument aucun choix que d'avoir cet acte courageux que j'appelle le saut de la falaise. Et à ce moment-là, on peut être pris par des peurs qui sont beaucoup plus pernicieuses que des peurs qu'on voit de façon évidente. Par exemple, la peur de perdre ce que l'on a. C'est une peur qui se construit sans qu'on s'en aperçoive au fur et à mesure qu'on s'enrichit, qu'on acquiert des biens matériels. Et le jour où il va falloir faire des choix où éventuellement on se risque à les perdre, et bien à ce moment-là, cette peur va remonter tout d'un coup et nous empêcher d'avancer. C'est pourquoi le sujet est de la première importance et je pense qu'il faut en parler. Alors, dans une vieille vidéo que j'avais faite l'année dernière, que j'appelais l'ultime vérité, j'avais trouvé une phrase qui m'amusait beaucoup et excusez mon humour un peu caustique. Je disais ceci, je dis voilà pour toi aujourd'hui, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. On va commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que tu vas mourir. Voilà. Et ça peut arriver du jour au lendemain. La bonne, et elle est bien meilleure que l'autre n'est mauvaise, c'est que la bonne, c'est que maintenant que tu es au courant de ça et que tu le sais, bah, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de faire, puisque tu n'as rien à perdre, si tu l'as bien compris. Alors j'ai cru longtemps que cette simple phrase pouvait balayer les peurs des personnes autour de moi, que leur faire prendre conscience du fait que, bah, effectivement, on était aussi fragile qu'un moustique qui peut mourir du jour au lendemain. Et je l'ai constaté de nombreuses fois, que cette simple phrase pouvait annihiler toutes les peurs, puisque au moment précis où la peur s'empare de vous, à ce moment-là, si on arrive à se dire, mais oui, mais de toute façon, comme tout va s'arrêter et que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, et à ce moment-là, de toute façon, c'est mort, j'ai plus rien à perdre. Donc, pourquoi avoir peur de faire des choses? Pourquoi s'empêcher de faire des choses? Alors, de toute façon, on va y passer. C'est ce que j'appelle dans mes bouquins l'ultime vérité. Alors, pourquoi ultime? Le mot semble prétentieux. Ultime parce que au-delà de cette vérité, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que vous avez remarqué, dans le raisonnement, je pars toujours d'axiomes, de choses qui sont irréfutables. Le fait qu'on va mourir et que ça peut arriver du jour au lendemain, c'est un axiome, c'est une vérité irréfutable. C'est extrêmement simple, mais il y a une grande différence entre le savoir et en avoir conscience. Il y a souvent que des gens à qui est arrivé des drames ou qui ont failli mourir, qui ont vécu des expériences de mort imminente, etc., qui en ont vraiment conscience. Moi, j'ai connu des personnes comme ça qui ont failli mourir et qui sont revenus et dont la vie a changé du jour au lendemain parce qu'ils s'interdisaient absolument plus rien. Ils n'avaient plus rien à foutre de rien du tout. Et voilà, le type qui s'emmerdait la veille, le lendemain, il vient en basket au bureau, en jean, et voilà. Et en fait, tout est très très simple. Seulement, le problème, encore une fois, c'est que constater cette chose-là et le dire, ça ne suffit pas, apparemment. Voilà, on a beau le répéter. Moi, j'ai voulu faire du bien autour de moi. Il y a beaucoup de mes proches, parce que moi, j'ai souvent été, comment dire, confronté à la mort de près. Si vous avez mes bouquins, vous le savez. J'ai vu des gens qui mangeaient bio, qui faisaient du sport tous les matins, qui ne fumaient pas, qui ne buvaient pas, qui ont été atteints d'un cancer généralisé, qui sont partis en quelques jours. J'ai eu un collaborateur
percuter un arbre avec sa voiture et mourir d'une seconde à l'autre. J'ai souvent été témoin de ce phénomène dans la réalité. Et si souvent et de manière si fréquente que je finis par l'intégrer totalement. Et ce qui n'est pas forcément évident. On peut aussi être complètement submergé émotionnellement par le deuil et ne pas voir ce qu'il y a derrière. Donc, derrière le drame, derrière cette chose, il y a un message plus important qui est que de toute façon, ça va se passer comme ça pour tout le monde. Et en plus, dans un délai de temps qu'on ne maîtrise pas. On ne sait absolument pas quand ça peut arriver. Alors ça, j'insiste un peu là-dessus. Tout ce que je dis aujourd'hui, pour l'instant, peut vous sembler hyper basique, mais restez accrochés, parce que dans la simplicité la plus extrême se cachent les plus profondes vérités. La mort, donc, est absolument imprévisible à ce côté-là. Mon frère, par exemple, a été atteint d'une leucémie très grave lorsqu'il avait 20 ans, et tout le monde pensait qu'il allait mourir. Il a subi des blocs de chimio lourdes, il est resté pendant 1 an à l'hôpital, etc. Et non seulement il n'est pas mort, mais en plus c'est devenu un athlète de haut niveau. Alors que parfois, quelqu'un dont on croit qu'il est en sécurité et qui ne risque rien, va mourir d'une seconde à l'autre, d'un AVC, ou il se balade dans la rue, et je ne sais pas, il traverse alors que le bonhomme est vert et il se fait renverser. Effectivement, on peut traverser quand le bonhomme est vert, et il peut y avoir quand même une voiture qui vous renverse, il peut nous tomber un pot de fleurs sur la tête, il peut nous arriver absolument n'importe quoi, et on ne maîtrise pas. La mort est parfois là où on ne la croit pas, et là où on la croit, elle n'est pas. Donc tout ça pour arriver à démontrer que cette chose-là peut nous arriver d'une seconde à l'autre. Donc c'est pas seulement le fait de dire ok, on va mourir, on le sait tous, mais simplement prendre conscience du fait qu'on ne sait absolument pas quand ça va arriver, et que dans l'attente de cette chose-là, il n'y a plus une seconde à perdre pour vivre, il n'y a plus une seule seconde à perdre pour être heureux et se donner toutes les chances de s'épanouir. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Comme je l'ai dit, pendant longtemps, ayant conscience de tout cela, j'ai cru que le dire autour de moi, l'écrire, ça suffirait à balayer les peurs des gens qui me lisent ou qui m'écoutent, qu'ils auraient ce réflexe à ce moment précis où ils sont pris par la peur, de se dire mais bon, j'ai rien à perdre, je m'en fous, de toute façon je vais le faire. Voilà. C'est comme ça qu'il faudrait agir. Voilà, il faut tous les jours faire ce qu'on a envie de faire, en dépit de ce que les gens disent, en dépit des risques, etc. Bien sûr, en prenant des risques calculés. Il n'est pas question de se suicider, mais bien souvent, on reconnaîtra a posteriori que les risques qu'on a pris n'étaient pas suicidaires. Hein, c'est simplement une prise de risque. Voilà. Donc, sans vouloir trop me répéter, je dis que ça ne suffit pas, en fait. J'ai constaté, dans mon enseignement, dans les recherches que j'ai faites, etc. Donc, j'ai mis au point une méthode dont je suis assez fier, et je pense que c'est un des meilleurs chapitres dans le pouvoir de l'intime conviction, qui s'appelle l'hydre de la peur. C'est une technique, un processus mental, une méthode, appelez-le comme vous voulez, peu importe le mot qu'on met dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui permet de se débarrasser d'une peur lorsqu'on est en proie à celle-ci. Voilà, la technique, en gros, c'est ça. Il y a une théorie derrière cette technique. Avant tout, il y a une théorie à bien comprendre. C'est que la peur n'existe pas. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, on va dire de adolescent à un certain âge, à peu près 30 ans, j'étais souvent sujet à l'anxiété, et j'avais différentes peurs, etc., etc. Et un jour, j'ai rencontré un médecin que j'étais allé voir parce que je m'étais réveillé en pleine nuit avec des palpitations, ça n'allait pas du tout. Je pensais qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Je me demandais s'il ne fallait pas que je prenne des médicaments. Et il m'a juste donné du magnésium en disant que j'allais très bien et en m'expliquant que la peur n'existait pas. La peur n'existe pas et elle a besoin d'objets dans la réalité auxquels s'accrocher pour exister. Effectivement, la peur n'existe pas de manière concrète. Elle n'a pas d'existence propre comme un objet matériel. C'est un phénomène intérieur. À l'intérieur de nous, il y a une espèce de petit réservoir trouble qu'on n'arrive pas à identifier
et qui contient tout un tas de choses malsaines qui sont remplies par notre passé, par des traumatismes, par des choses qu'on a eues, etc. Et qui font que, à l'intérieur, on pourrait dire qu'il y a une chose qui sommeille et qui est prête à tout moment à se réveiller et à prendre une forme ou une autre dans la réalité pour exister, puisqu'elle n'existe pas au départ. C'est un phénomène intérieur, c'est un phénomène de l'esprit, en fait, qui est plutôt logé dans une zone qu'on appelle zone non consciente. Donc, dans cette zone non consciente, il y a cette bête que moi j'appelle l'hydre de la peur parce qu'elle a plusieurs têtes, elle peut prendre plusieurs formes différentes. Et tout d'un coup, elle va sortir, elle va s'accrocher à une forme dans la réalité pour s'incarner. J'explique. Par exemple, dans les peurs qu'on peut avoir, il y a des gens par exemple qui sont hypocondriaques et ils ont toujours peur d'être malades. Donc tout d'un coup, voilà, ils ont mal au bras et ils pensent que peut-être ils vont avoir une hémiplégie ou je ne sais pas quoi. Ou alors ils ont des maux de tête et ils pensent que peut-être ils vont faire un AVC parce qu'ils ont des céphalées trop fréquentes, etc. Les gens qui sont hypocondriaques savent très bien de quoi je parle. Donc à ce moment-là, la forme que prend cette peur, ça peut être une douleur. Et à ce moment-là, donc il y a une emphase qui se produit et ça se transforme en une véritable tension intérieure. Autre exemple, je reçois un courrier dans ma boîte aux lettres avec je sais pas, un courrier de l'URSSAF ou des impôts qui me réclament 30 000 euros. C'est peut-être une erreur, on ne sait pas, mais en tout cas, j'ouvre la lettre, tout d'un coup, oh, j'ai un choc et je sens monter une tension en moi, je sens monter une peur. Autre exemple, est-ce que j'ai besoin de donner 1000 exemples de la peur? Non, certainement pas, mais c'est juste comme ça pour discuter. Voilà, je suis en couple, moi je prends souvent les mêmes exemples, parce que j'en invente pas tous les jours. Ma compagne est en soirée, moi pas, elle ne rentre pas, l'heure tourne, je commence à m'inquiéter et tout d'un coup, je sens cette angoisse, je sens monter la peur. Alors, donc là, c'est encore une autre forme, mais elle peut prendre toutes les formes possibles et inimaginables. On peut aussi avoir une maladie ou avoir peur qu'un proche décède, etc. Ou avoir peur d'être viré de son boulot, par exemple, ou avoir peur de ne pas trouver de travail. Voilà, cette tension peut exister à travers différentes situations. Donc, la première des choses, pour parler de ma technique à proprement dite, et on pourra en parler ensuite ensemble, la première chose, c'est d'identifier cette peur. C'est de savoir réellement de quoi vous avez peur. Effectivement, l'heure passe, ma compagne ne rentre pas, mais ce n'est pas de la montre dont j'ai peur, c'est d'autres choses. Donc, de quoi ai-je peur en réalité? Je me pose la question. Je ne me sens pas bien, etc. J'ai peur qu'il lui arrive un accident, qu'il lui soit arrivé un accident, ou j'ai peur qu'il me trompe, j'ai peur qu'elle me quitte, j'ai peur de l'abandon. Ah, c'est peut-être ça en fait. Ce dont j'ai peur, c'est qu'elle me quitte, peut-être. À cette soirée, elle a peut-être rencontré quelqu'un d'autre, et tout d'un coup, j'ai peur. Voilà. Euh, Pareil, on n'a pas peur d'un courrier qu'on reçoit dans une boîte aux lettres avec des chiffres. On a peur de quoi? On a peur d'être ruiné, tout simplement, de perdre ce qu'on a. C'est-à-dire que je reçois une aide des impôts ou de l'URSSAF qui me réclame 30 000 euros. Je n'ai pas peur de la lettre, c'est pas cet objet-là. J'ai peur de ce qu'il y a derrière, de ce que ça implique pour moi. Donc, je vais être obligé de faire une traduction de la situation pour savoir de quoi j'ai peur en général. On ne peut pas guérir d'un mal que l'on n'a pas identifié. On ne peut pas se débarrasser d'une peur si on n'a pas identifié clairement de quoi il s'agit. Donc la première étape de cette méthode, c'est d'essayer de comprendre dans cette situation de quoi réellement on a peur. Voilà. Deuxième étape, une fois que j'ai identifié de quoi j'ai peur, exactement, une fois que j'ai fait cette traduction, la technique est très simple. Il suffit de se projeter dans la menace que nous tend cette peur, se projeter dans cette traduction et de l'accepter. Je reprends l'exemple de la compagne ou du compagnon qui ne rentre pas de soirée.
Première étape, la traduction. Donc, j'ai peur qu'il ou elle me quitte. Deuxième étape, l'acceptation. C'est-à-dire que je me dis, OK, admettons, voilà, c'est un peu comme dans un vieux sketch de Bigard que vous êtes Dieu avec la chauve-souris. Bon, admettons. OK. Admettons que vraiment ce soit ça. Suis-je capable de l'accepter? Eh bien, il va falloir. Voilà. Donc, ça va être très dur. C'est pas gratuit, hein, tout ça. Mais il va falloir faire ce travail-là. C'est-à-dire qu'il va falloir se dire, bon, moi, par exemple, j'ai toujours été respectueux. J'ai toujours dialogué. J'ai rien fait pour mériter qu'il ou elle me quitte. Donc, si vraiment c'est ça, eh ben, qu'elle aille ailleurs, qu'elle disparaisse. J'ai vu beaucoup de gens sous mes yeux se remettre de chagrin d'amour de cette façon-là, hein. À un moment donné, en se disant, mais en fait, il en valait pas la peine. C'est une façon d'accepter les choses. Ok. Je veux changer de job. Je veux prendre un nouvel élan dans ma carrière. Je veux changer d'orientation parce que ça fait trop d'années que je souffre, parce que je suis dans ce job qui ne me convient pas. Je suis dans cette situation qui me rend malheureux. Si je suis parfaitement honnête envers moi-même, je ne suis pas heureux dans la vie. Donc j'ai fait ce constat. Donc je vais sauter, je vais faire complètement autre chose, je vais prendre des risques. Et à ce moment-là, c'est pas aussi simple que ça. J'ai peur. Mais peur de quoi? Pareil, traduction. À un moment donné, on reste pas dans ce malaise sans essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. On essaye de comprendre la menace que nous tend cette peur. Eh bien, la menace, c'est quoi? C'est de perdre la situation que l'on a actuellement avec le salaire que l'on a pour peut-être retrouver un job qui est moins bien payé. Est-ce que je suis capable de l'accepter? Oui, parce que je préfère vivre pauvre et heureux que riche et malheureux. On est heureux de ce que l'on est, pas de ce que l'on a. Donc à un moment donné, il va falloir faire un effort de dématérialisation, de minimalisme, pour se dire, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça pour être heureux? Non, je suis prêt à l'accepter. Alors, cette situation, il faut savoir que moi, je l'ai vécue de nombreuses fois dans ma vie. Je suis passé dans ma carrière j'ai 46 ans, j'ai fait une carrière de 25 ans dans l'informatique. J'ai quitté des postes et des missions où je gagnais extrêmement bien ma vie. Par exemple, quand j'ai écrit mon premier livre en 2008, j'ai arrêté une mission que j'avais dans la finance où j'étais très bien payé. À l'époque, je gagnais vraiment beaucoup d'argent. Mais j'avais plus du tout envie de me lever le matin. C'est ça le problème. J'avais plus envie d'aller à la banque. J'avais plus envie de me garer dans les parkings de la Défense, etc. Et je suis parti du jour au lendemain. Et j'ai écrit les premiers livres. Alors à l'époque, ça a fait rigoler tout le monde parce qu'écrire un livre, ça rapporte pas d'argent, c'est bien. Mais moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Voilà. Donc après, j'ai trouvé un éditeur en 8 jours. Et c'est comme ça qu'a commencé ma carrière littéraire en réalité, puisque je me suis découvert une réelle passion pour ça. Mais si j'avais pas fait ce saut, j'aurais jamais pu le faire. Donc il a bien fallu que je me débarrasse de ma peur. À ce moment-là, quelle a été ma réaction? Donc je vous fais part de mon vécu en fait, hein. Je veux pas donner de leçons en particulier. J'expose ma façon de voir les choses, la façon dont je réagis, et après, à vous de vous l'approprier ou non. À l'époque, je me suis dit, en fait, je préfère tout perdre que de continuer à me lever le matin et à faire ça, à avoir cette vie. Je préfère même mourir, à la limite. Bah, quand on en est arrivé à ce point, on sait qu'on a pris la bonne décision. Et en général, je dis, je préfère faire ce choix avec tous les scénarios qu'il peut impliquer, plutôt que de ne pas le faire. Quand j'en suis arrivé là, je sais que j'ai fait le bon choix. Tout simplement. Donc, dans tous les cas de peur, il va falloir passer par une phase
de reconnaissance, de traduction et d'acceptation. Même si, par exemple, vous êtes une femme de plus de 40 ans, vous avez une mammographie, et je dis ça parce que je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, évidemment, c'est facile. Et, le médecin détecte une boule bizarre, une substance bizarre qu'on ne peut pas identifier puisqu'il faut qu'il parte au laboratoire pour être analysé. Dans l'attente des résultats, la peur va monter. Et oui. Pourquoi? Parce que vous allez avoir peur d'avoir un cancer du sein, tout simplement. D'avoir un cancer. Et donc quoi? Traduction. On a peur de mourir au final. Eh bien même ça, il faudra l'accepter. Voilà. Si j'accepte totalement le fait de mourir, je sais que c'est pas facile, mais l'enjeu est incroyable. Imaginez que vous êtes capable à chaque fois de surmonter toutes les peurs en disant mais je suis prêt à mourir, je m'en fous. Je suis prêt. Qu'elle m'emporte. Si c'est comme ça, bah tant pis. Si vous êtes prêt à ça, bah, à ce moment-là, vous aurez une force redoutable. Alors, moi je l'avais depuis des années, et j'ai senti une fragilité s'installer lorsque j'ai eu mon premier enfant, mon fils. Là, j'ai eu j'ai ressenti quelque chose de, comment dire, le talon d'Achille, voilà, c'est ça. Une faiblesse parce que lorsqu'on a des enfants, après, on craint plus forcément pour soi, pour sa propre vie, mais on craint de les laisser tout seuls et qu'ils soient abandonnés. Et ça peut faire peur aussi. Mais même ça, il faudra l'accepter. Il faudra l'accepter. Tant pis, ils se débrouilleront. Moi, ça m'est bien arrivé. À d'autres aussi. Mon grand-père, il a perdu sa mère, elle avait, je sais pas, il avait 4 ans, quelque chose comme ça. Mais alors, aujourd'hui, il a 93 ans, il a vécu sa vie. Donc même ça, il faudra l'accepter. De toute façon, dites-vous bien qu'on n'a pas le choix. On y passera tous. Donc, si vous êtes dans votre lit, tout d'un coup, vous avez une crise d'angoisse, vous avez peur de mourir, quelque chose comme ça, dites-vous en vous-même, ok, bah vas-y, prends-moi. Prends-moi maintenant. Je suis prêt à partir. Et vous allez vous rendre compte qu'au moment même où vous acceptez vraiment en vous la menace que vous tend cette peur, si vous l'acceptez totalement, mais sincèrement, si vous l'acceptez vraiment, la peur disparaît instantanément. Elle se désintègre. C'est comme cette image que je donne souvent, moi j'aime beaucoup parce que j'aime bien la poésie en plus. Vous avez des nuages dans le ciel, parfois qui ont des têtes de monstres ou des têtes de chiens, puis tout d'un coup, le vent souffle sur le nuage et puis pouf, il disparaît. Et là, c'est exactement la même chose. Au moment même où l'acceptation totale de la menace que tend la peur se fait en vous, la tension disparaît. Dans mon livre, je l'ai comparé à la tension électrique. Qu'est-ce que la tension électrique? Alors, évidemment, moi, les cours de sciences physiques que j'ai eu dans ma jeunesse, je me demandais bien à l'époque à quoi ça me servait, mais un jour, j'ai compris qu'effectivement, c'était assez utile de l'avoir eu. La tension électrique entre deux points est liée à la différence de potentiel électrique entre ces deux points. Autrement dit, il y a plus d'électrons d'un côté que de l'autre, et ça crée une tension. Pour la peur, c'est pareil. Il y a une différence de potentiel entre le potentiel que vous avez à accepter cette peur et la menace que vous tend cette peur. Vous comprenez? Alors, je vois pas bien avec les caméras. Bon, bref. Il y a une différence de potentiel. Si votre potentiel à accepter la peur est faible et que la menace est forte, la tension est forte. Si votre potentiel à accepter cette peur est égal au potentiel de menace de cette peur, la tension s'annule. Le malaise que vous ressentez à propos de la peur est lié à cette tension. C'est comme une tension électrique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, je vais encore répéter. Il y a une différence de tension, il y a une différence de potentiel entre ce que vous êtes capable d'accepter et la menace qu'elle vous tend. C'est un peu comme un terroriste qui fait du chantage. Tant qu'il vous fait peur, tant que vous ne voulez pas accepter la menace qui vous tend, il a une prise sur vous.
Le jour où vous lui dites, bah, tu peux faire ça, je m'en fous, ben, j'ai complètement accepté, fais-le, ben, il n'a plus de prise et la tension s'annule automatiquement. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la technique ou la méthode que j'ai mise au point pendant des années. Je l'ai expérimenté sur moi-même parce que bien sûr, je suis là à vous parler, mais je ne veux pas, faire croire que je n'ai jamais peur de rien. Bien sûr, parfois, je peux encore me faire surprendre, mais de moins en moins, hein, parce que je ne suis pas dupe, hein. Je sais très bien que quand ça se produit, je sais très bien que c'est un phénomène qui a un rapport avec moi, en total accord d'ailleurs avec la théorie du projecteur. Il n'y a pas d'extérieur sans intérieur. Tous les phénomènes à l'extérieur, ils sont là pour vous donner un signal, un message. Donc si la peur, elle s'incarne dans une chose, une autre, peu importe, de toute façon, ça vient de moi, ça vient de l'intérieur. Donc je vais d'abord me pencher sur moi et me dire, OK, de quoi ai-je peur? Est-ce que je suis capable de l'accepter? Et là, je vais faire un travail pour l'accepter. En disant, OK, bon, si vraiment ça se passe comme ça, à ce moment-là, bon, bah, j'opterai pour ce plan-là. Je ferai de cette façon-là. Et en général, il y a toujours une solution. Donc, voilà un moyen de régler une peur. Le dernier exemple que je pouvais avoir en tête, c'était lors d'un achat immobilier. C'est à mon âge, à partir de 45 ans, on fait des prises de sang. Et voilà, il y a des assurances du prêt. Et je m'étais dit, waouh, j'ai pas mal fait la fête ces derniers temps, etc. Et si les analyses étaient mauvaises, et si, et j'ai commencé un petit peu à être inquiet là-dessus. Et à l'époque, c'est mon épouse qui m'a dit, mais tu te souviens pas de cette technique? Donc, admettons, admettons que les examens soient pas très bons. Admettons qu'il y ait vraiment un problème de santé. Vous voyez, je suis un peu hypochondriaque parfois aussi. Ok, eh ben, pendant un mois, on fera un régime, etc. Et puis après, une fois que ça sera assaini, eh ben, on refera et on trouvera une solution. Ou sinon, on prendra une autre assurance, on s'en fout, etc. Et effectivement, non seulement la peur a disparu, mais en plus, les analyses étaient nickel, hein. J'avais absolument rien du tout. Rien du tout. Donc, je me l'applique aussi à moi-même, hein. C'est pas que aux autres. Voilà. Donc, encore une fois, je regarde l'heure. Donc, ça fait une demi-heure que je parle. Il y a une vidéo qui l'explique très bien. Je ne veux pas faire de la pub forcément pour mon bouquin, mais je l'ai écrit sous forme d'un chapitre qui est, je pense, très bien expliqué. Donc, si vous voulez creuser le sujet, vous avez ces deux supports, la vidéo étant absolument gratuite.